Hello, c'est Valentin. Deux petites choses rapides avant de commencer cet épisode. La première pour t'informer que nous organisons désormais des lives tous les dimanches soirs avec des petits jeux, des quiz et des cadeaux à faire gagner. Le tout dans une ambiance détente. Alors si t'as le temps, n'hésite pas à passer une petite tête sur notre chaîne Twitch ou YouTube. Deuxième chose, l'Euro 2024 arrive et dans l'objectif de se développer financièrement, 11e art est à la recherche d'un partenaire qui pourrait nous accompagner tout au long de la compétition. Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui bosse dans une boîte qui serait intéressé, n'hésite surtout pas à nous envoyer son contact ou à transmettre nos coordonnées ou nos réseaux sociaux sur lesquels nous répondons très rapidement. Et enfin, pense à t'abonner, à liker et à activer les petites cloches pour être informé des nouveaux épisodes. Très bon épisode à toi. Et voilà, on y est à la fin de saison en boulet de canon, plus que quelques matchs qui valent tous beaucoup plus que ceux d'avant. Normalement, c'est aussi le moment où on commence à regarder un peu moins de foot le week-end car les températures remontent, mais cette année, bof, donc t'en fais pas qu'on le regarde toujours, le multiplex de 15 heures du dimanche. Finalement, c'est Pascal Pro qui avait raison sur le réchauffement climatique. Encore un bon mois à fond, une pause de 10 jours et on enquille sur l'Euro. Des échéances européennes pour certains, la furieuse bataille de la relégation pour d'autres, le ventre mou pour les moins chanceux. Au bar ou dans la rue, les visages ne sont pas les mêmes en fonction du club supporté. Encore l'autre fois, j'entendais au bar un supporter parisien dire la saison commence vraiment maintenant. Et un supporter rennais lui répondre tu sais, moi j'en ai plus rien à foutre de ce sport de con. J'avoue que le supporter rennais c'était moi. Et pourtant, on va faire comme toutes les autres années, on va continuer à y croire. Continuer à regarder, continuer à gueuler comme un con devant son écran ou au stade, on va continuer à débattre, on va faire des plans sur la comète et se plonger d'ores et déjà sur le mercato de l'an prochain. Certains que je ne citerai pas vont être déçus comme chaque année ou enfin connaître la vraie joie. Quoi qu'il arrive, la sensation d'avoir attendu, d'avoir bossé toute l'année pour ça, pour ces derniers résultats. L'aboutissement de quelque chose. Un rythme aussi, un calendrier de football qui rythme notre vie depuis toujours. Depuis tout petit, on vous l'a jamais dit, mais quand on visualise une année, dans notre tête, c'est toujours de septembre à juin. Année scolaire et footballistique, bien plus qu'une année civile à la con. C'est la belle période, celle où ton père normalement te laisse regarder la deuxième mi-temps même s'il y a école le lendemain, avec des arguments massue envers sa femme à base de mais enfin chérie c'est quand même l'ennemi. Bah oui c'est quand même l'ennemi. Et c'est le jour qui se couche plus tard et donc c'est foot après l'école qui dure plus longtemps. Le seul arbitre c'est la luminosité ou la daronne de celui qui a ramené le ballon qui le rappelle. Et puis on rentre à la maison, les genoux et les mains pleins de terre, maman gueule parce que t'as trouvé ton jogging tout neuf, mais toi tu t'en fous. Tu sais que t'as empêché ce but en taclant sur le bitume. Il y a un peu de sang, faudra désinfecter, mais en attendant, on va se laver les mains avant de passer à table. Enfin, on les passe sous l'eau histoire d'eux. Et puis on expédie le repas pour se fourrer devant la télé. Se coller au daron qui sent bon le savon, lui, il tacle plus sur le bitume avec ses potes et tu trouves ça un peu bizarre. Et tu sais pas que toi aussi, bientôt, tu tacleras plus sur rien du tout. Et la musique de la Ligue des Champions et la perspective de pouvoir enfin regarder un match en entier dans le canapé, comme les grands, et pas de deuxième mi-temps planqué dans l'escalier où t'aperçois qu'un tiers de l'écran. Et puis tu comprends pas tout. Et les joueurs, tu les connais pas tous non plus. Il t'en manque quelques-uns dans ton album Panini. Et tu vibres quand même, alors même que c'est pas Rennes qui joue. Il joue jamais la semaine en Ligue des Champions, c'est bizarre. Et puis vient doucement la deuxième mi-temps. Tu comprends qu'il est là, le temple des émotions, dans le dernier quart d'heure, quand les joueurs donnent tout, luttent, sont crevés. D'ailleurs, toi aussi, tu luttes, t'es crevé, mais t'as envie de prouver que tu es de ceux qui regardent les deuxièmes mi-temps. Et pourtant, tout commence à devenir un peu lourd autour de toi, plus flou, et tu t'endors doucement au son des commentaires et des bruits des stades, rêvant déjà d'un avenir pas si lointain, demain, quand il fera chaud, qu'on va remettre ça avec les potes, et le soir devant la téloche. Et puis t'es réveillé seulement quand ton père te dépose dans le lit après le coup de sifflet final. Les yeux mi-clos, tu lui demandes on a gagné et il te répond on a gagné, oui. Alors même qu'il n'y a pas de on, qu'on ne sait pas qui est on si ce n'est ce mec qui a un phare, mais oui on a gagné. Oui t'as gagné. T'as gagné des émotions et des fins de saison pour le reste de ta vie. T'as gagné le droit de vibrer devant le plus merveilleux des sports, sous la pluie ou sous le soleil. Et tu le sais pas encore, bientôt ce sera pas ton père qui te ramènera au lit, mais sûrement tes potes en sortie stade. Bientôt tu dormiras devant les matchs pour d'autres raisons. Bientôt si ça se trouve tu créeras un média avec des potes tellement tu trouves ça incroyable. Mais oui, quoi qu'il arrive, on a gagné. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous et à toutes d'ailleurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Poteau Carré. J'espère que tout le monde est prêt pour cette fin de saison haletante en championnat ou en Europe. Moi perso, je vais me focaliser surtout sur l'Euro. Aujourd'hui, on va sortir des 5 grands championnats pour parler d'un vilain petit canard qui étonnamment n'intéresse pas grand monde. Et avec moi pour en parler, celui qu'on surnomme le Grand Batave ou Groot Bataf dans la langue de Van Rohr. Évidemment que Tom est là pour parler de son pays d'adoption, les Pays-Bas. Ça va Tom? Ça va très bien. Je suis heureux d'être là. Je suis un peu forcément triste de la situation dont on va parler aujourd'hui, mais voilà, je suis content de pouvoir parler de foot néerlandais sur 11e art.
Si je dis pas de conneries, tu étais déjà là pour l'émission de Feyenoord. Faudrait revenir sur les archives. Je suis pas sûr qu'on ait fait beaucoup d'émissions 11e art sur nos voisins bataves sans Ah toi. bah, hors de Big Five, je les ai presque toutes faites. J'ai fait Feyenoord, Benfica, il me manque l'Ajax. Ouais, bah l'Ajax, on l'avait peut-être fait quand t'étais pas encore là. C'est C'est ça. peut-être pour Et ça Porto non plus. quand il marchait bien. Et pour l'accompagner à côté de lui, celui qui a connu ce pays comme un vulgaire département français, il fut un temps, et qui échangeait des panini de Cruyff avec ses petits camarades à l'école. Ça va, Alex? Ouais, ça va très bien et ton intro fait plaisir parce que pour vous mettre tous dans la confidence, on se disait avec Jules en privé que c'était une année de merde footballistiquement et finalement quand les demi arrivent en Ligue des Champions, l'écart, on oublie tout quoi et on se dit putain ce sport est génial. Ouais, exactement. Mais je pense que tu as pas mal de supporters où en fait, tu as plus rien à foutre de ce qui s'est passé les 6 mois d'avant, et maintenant tu es prêt à tout accepter pour passer au tour d'après. Bah, on Bon, en a bah, un les ce gars, soir, hein, je nickel. pense, la demi de Coupe d'Europe pour Alex, c'est pas mal, hein, déjà. Ouais, Ouais, si bon je pense si que on en parle une seconde, moi j'ai beaucoup de mal à m'emballer hein. OK. Ouais. non, mais sans s'emballer, on va dire que ça amène un peu de sel dans une saison Ouais, bien c'est ça. tiédasse. C'est ça. Après, je me suis fait une réflexion, c'est pas le sujet, hein. Je me suis fait une réflexion à la con. La DNCG vient de publier les comptes des clubs français, etc. L'OM est en déficit de moins 12 millions seulement cette saison. C'est pas Et mal, ils hein. partent, il y a 3 ou 4 saisons, ils étaient à moins 130 par saison. Donc en fait, c'est vrai que c'est dur toujours de décorréler la réalité de l'entreprise et la réalité sportive. En fait, je pense que malheureusement, ça coupe sec parce qu'il faut économiser de l'argent. Et en fait, le bon Longoria est un meilleur comptable peut-être que Que directeur communicant sportif. aussi. Hem, bon bref, de toute façon, on n'est pas là pour parler de Marseille, on a rien à foutre de ce club. Je Ouais. propose qu'on se dirige, dans le pays où on aime autant les grands numéros 9 que les tulipes. Bienvenue à Arnhem, je pense que je prononce mal, Tom va me reprendre, dans l'est du pays, où on va s'intéresser à la saison historique du Vitesse, qui compte aujourd'hui au classement un total de -1 point. Oui, oui, -1. On va évidemment vous expliquer tout cela, comprendre comment l'ancienne pouponnière des Blues de Chelsea a pu se mettre dans un tel merdier, alors qu'il rêvait un petit peu d'Europe il y a 4-5 ans. Mais avant ça, vous en avez l'habitude, pardon. On va revenir un peu sur l'histoire du club pour comprendre d'où on parle, et on va commencer avec toi, Alex. Ouais, bah Arnhem, déjà pour vous situer la ville, on n'est pas sur une énorme ville, hein. C'est top 10 en taille et en nombre d'habitants pour une ville des Pays-Bas, mais on dépasse péniblement les 180 000 habitants. Euh, c'est un club qui est historiquement le troisième plus vieux du pays, si on compte les clubs qui existent encore en D2 et en D2 du championnat, pardon. On a donc Dordrecht qui date de 1883 et le Sparta Rotterdam qui date de 88. Et c'est, pour la petite histoire, une section de cricket qui a été créée en premier et la partie football qui s'est installée quelques mois plus tard. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, comme tous les clubs qui étaient souvent multisports à leur création, en été, le terrain était réservé pour le cricket. En automne et au printemps, on pouvait jouer au foot et l'hiver, ça servait à faire du patinage. C'est Euh, marrant parce qu'à la base, c'est souvent d'abord du cricket. Moi, ouais, je les soupçonne, tu sais, d'avoir fait des clubs de cricket, tu sais, au bout de 5-6 ans, ils se sont dit: «Mais c'est quoi ce sport de merde? c'est Pourquoi clair. on fait ça?» On se fait Et du coup, chier, après mettez-nous un après ils ont ballon, fait le quoi. foot. La balle est trop petite. Mais il y a un autre truc qui surprend tout le monde, hein, c'est donc la ville c'est Arnhem, le club c'est le Vitesse, on dit le Vitesse tout court, on dit pas le Vitesse Arnhem, et je remercie Tom pour cette précision. Et pourquoi le Vitesse? Parce que en fait c'est écrit comme la vitesse en français. Bah tout simplement parce que au moment de la création du club, ils se sont dit qu'il fallait un truc chic qui pète un peu. Et bon, le néerlandais, qui est une langue qui manque un peu de douceur, on va dire. Ils ont finalement opté pour un mot français. Ils voulaient quelque chose d'élitiste, de beau, qui sonne un peu bourgeois dans les oreilles, et c'est comme ça que le Vitesse est né. On peut même pas dire qu'à Jean-Marie l'époque, Bigard, les remercie. c'était pas du foot, du kick and rush, hein, encore à l'époque. C'était pas Mbappé devant, c'était vraiment du foot vraiment basique, hein. Donc, penser tout de suite à vitesse de jeu et tout, non, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai que la transition est encore bien loin. Et bah, je vous propose d'avancer un peu à l'après-guerre parce que
Donc Arnhem, la ville, a été assez ravagée pendant la guerre, mais ça, Tom vous en parlera plus tard. On passe un peu à l'après-guerre parce que c'est une équipe qui a pas révolutionné l'histoire du foot, quoi. Ils vont faire le yo-yo entre la première et la deuxième div. Il y a un passage difficile en troisième division. Ils sont champions de D2 en 77 et 89 et ils connaissent une période faste entre la saison 89-90 et 2001-2002 où ils terminent à des belles troisième et sixième places du championnat et c'est ensuite que les soucis vont commencer. Ouais, donc comme tu le disais, en fait, Alex, ça commence à devenir un petit peu la merde à ce moment-là. Tom, tu vas nous expliquer pourquoi, tu vas même revenir un petit peu avant, parce que ça commence même dès 84, en fait. Ouais, alors déjà, voilà, on va le voir au fil de l'épisode, mais ce club est un peu, marqué par de nombreuses banqueroutes, voilà, tout simplement et la première vient, effectivement en 84, quand Karel Albers, double A, hein, évidemment les Néerlandais, ils savent bien faire les choses, vient pour sauver le club. C'est à ce moment-là où les parties amateurs et professionnels du club sont séparés et bah, il y en a aucune des 2 qui est viable financièrement donc lui, il vient pour restructurer tout ça. Et le club aurait pu disparaître, mais bon, grâce à ce fan du club et entrepreneur local, ils arrivent à relancer les choses. Il y a un peu d'aide avec la municipalité locale et d'autres gens. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour avoir cet investissement local de la municipalité, il va se mettre sur la place publique et faire un peu à l'ancienne. Il va dire, bon, bah, qui veut sauver le club? Et bah, tout le monde. Et bah, donc, tout le public a décidé que on adore ce club, on n'y va jamais parce que dans les années 1800, 1980, on s'en fout un peu, c'est les hooligans, etc. Donc les stades sont vides. Et bah, tout le monde va y aller au stade. Et bah, ils étaient 7000. C'est déjà pas mal, mais tout le monde va aller au stade, tout le monde va motiver la ville pour sauver Ah, le c'est un club. bel élan populaire, hein. C'est un grand élan populaire, voilà. Et puis j'en parlais avec, on en parlera plus tard, mais mon pote qui est abonné depuis toujours, bah, Feyenoord et compagnie, c'était aussi très très vide. Donc les Pays-Bas et le foot, il y a une période où malgré l'Euro 88, c'était quand même pas garanti d'avoir un grand pays de football. Donc En voilà, fait, l'équipe nationale a peut-être un petit peu tout bouffé. voilà. Et donc, comment on arrive, on va dire dans les premières banqueroutes? Bah, justement, là, il arrive, il s'est un peu restructuré tout ça. Il a réussi à refaire un club viable, les faire remonter en première division et jouer les hauteurs du championnat néerlandais, donc Eredivisie. Et bah, en fait, comme tout grand investisseur local, hein, bien sûr, on pense à Jean-Michel Aulas, il s'est dit un grand stade, ça serait une très bonne idée. Et bah, Aulas, il s'est peut-être pas flingué la gueule financièrement, Albers un petit peu plus. Alors l'idée était simple, c'était d'avoir un stade qui serve au foot, mais pas que. Et bah, comment le faire sans abîmer la pelouse? Bah, tout simplement un système de glissade de terrain, tu vois? Le truc qui sort du stade. Aujourd'hui on le En voit vrai, un peu. c'était presque révolutionnaire, hein. Bah, c'est révolutionnaire parce qu'en fait aujourd'hui il y a que le Schalke 04 et au Japon où c'est utilisé. Alors aujourd'hui on voit la pelouse du Real Madrid qui est un peu particulière. Ouais, j'allais Voilà. dire, c'est un peu un Bernabeu cheap, quoi. Voilà, alors vraiment moi je l'ai vu ce stade et on en parlera aussi, mais j'ai fait un match, contre la Roma il y a 2 ans. Ouais, c'est vraiment le stade qui il y a un truc qui glisse pour sortir le terrain du stade et bah, ça donne un truc, vraiment sympa. À cela tu ajoutes un toit rétractable parce que bon, la pluie aux Pays-Bas, ça fait chier quand même à un moment ou l'autre et donc le est né le Gelredome, qui est implanté dans le sud de la ville d'Arnhem, qui est le plus grand stade de la région. Il est construit, avec l'aide du sponsor local Nuon, qui est un producteur de gaz et d'électricité. Et le stade est complété en 98 avec 25 000 places. Un stade qui sera utilisé pendant l'Euro 2000 pour 3 matchs de poule notamment. Et ce stade, c'est un vrai apport financier au début pour le club et la principauté qui voit du coup plein d'événements et pas que du foot se passer en ville. Bah, les Monster Trucks notamment, hein, ça fait rêver tout le monde. Voilà, Flo, il a sûrement dû en voir à l'Accor Arena, mais aussi Lady Gaga, Céline Dion, Madonna, Coldplay, les Rolling Stones et Rihanna. Bon, rien que ça, dans une ville de 150 000 habitants ou 180 000 habitants, c'est comme si Madonna se déplaçait à Angers. Ça fait pas forcément rêver, voilà, sur cette idée-là. Du coup, le stade monte progressivement en capacité à 34 000 places pour un match et 41 000 pour les concerts, soit le double du précédent. Et alors déjà là, hein, il y a une petite idée qu'il y a peut-être un problème de remplissage. Et Ouais. donc, malgré un Albers hyper ambitieux, bah, et le soutien du CEO de Nuon, Todd Schwalnine, on va y arriver, il y a un des deux prononciations, et bah, le stade il se remplit toujours pas un jour de match.
Et il devient même un problème financier. Le club, il n'arrive plus à repayer les 18 millions de prêts faits pour financer le stade aux banques néerlandaises. Les fondations de la tribune Est, ils ne sont pas finies, voilà, parce que ça ne sert à rien de finir des fondations. Et par conséquent, ça a un impact financier énorme sur le club. Les banques donnent jusqu'à octobre 2002 pour rembourser le prêt. Et Albers, il a un peu vu le truc venir, donc il a démissionné. Il s'est dit qu'il y aura des problèmes financiers plus tard. Financier rattrapé par la patrouille en 2005 pour des magouilles aussi. Et Nuon aussi a vu que Swellheim, il investissait trop dans de vitesse, et donc ils l'ont viré. Donc dans ce truc-là, ça va pas très bien Encore une financièrement. belle équipe de chic types qui dirige nos clubs de foot, ça fait toujours plaisir. Voilà, toujours. Et donc finalement, c'est la région de Gelderland où est basé Arnhem et la municipalité de la ville qui viennent à la rescousse. C'est un problème vis-à-vis des autres clubs de la région, notamment le NEC Nijmegen et le Apeldoorn, qui crient au favoritisme. Tout de suite, normal, tu as la région qui paye pour un stade, tout de suite c'est un problème. C'est un début de rivalité, notamment avec NEC. Et finalement, est-ce que Vitesse est vraiment avantagé par tout ça? Pas vraiment, parce que 2 millions d'euros par saison à la région, ça fait un peu chier. Et donc, forcément, tu n'arrives toujours pas à rentabiliser ton stade. Aujourd'hui, il est détenu par le milliardaire Michael van der Kuyt, à ne pas mélanger avec Dirk Kuyt, évidemment, et qui a essayé de racheter le club au passage du stade. Tu vois, ça faisait un peu le combo. Et un tunnel qui semble donc bien long et bien sombre. Le seul point positif qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que lorsque le club va très mal sur le terrain, les supporters sont là. Les abonnements pour la deuxième moitié de la saison, parce que tu peux faire ça, tu peux prendre une deuxième moitié de saison au-delà de toute la saison. Ça a un vendu nombre record en janvier cette année. Donc, comme mon club de Groningen, qui est descendu en deuxième division l'année dernière, le public répond présent malgré les difficultés. Mais malheureusement, c'est un stade fort sympathique de l'extérieur qui ressemble vraiment à celui de Schalke, dans une belle ville. Mais comme d'autres stades, et à Lyon notamment, c'est un stade qui est trop grand et qui est devenu plus qu'un poids plutôt qu'un apport financier au club. Ouais, à Lyon et à Nice aussi. Ouais. À Nice aussi. En vrai, c'est toujours pareil. C'est un peu la folie des grandeurs des propriétaires de clubs. Donc là, on est à peu près. On va reprendre un petit peu, les gars, le fil de la chronologie de ce club-là, parce qu'il y a quand même pas mal d'événements qui se passent. C'est que donc tu as parlé de la création du stade, de la banqueroute. Si on revient en fait au début des années 2000, là où ça commence à être vraiment la merde, et comme ça après on va arriver à notre ami Abramovich, parce que c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant avec ce club. En fait, ce qui est rigolo, c'est donc il y a cette période tumultueuse jusqu'au départ du président dont tu as très bien parlé, Tom. Et en fait, c'est tellement tumultueux, il y a des histoires également de malversation, que le club est surnommé le FC Hollywood du Rhin. Donc, et puis, Sacré nom. et tu fais très bien de parler de Madonna et de toutes les stars qui sont venues, parce que faut voir la démesure dans laquelle a sombré ce président qui s'est vu trop beau, trop gros. C'est comme un peu, vous savez, le stade du Mans qui était sorti de terre, ou à Grenoble avec Le Matmut. exactement, et Le des MMA actionnaires, Arena. ouais, et des actionnaires qui expliquent qu'ils vont jouer la Ligue des Champions sous 2 ans. Il y a un petit côté, un manque de pied sur terre. Mais en fait, il y a tout qui change On en deux. oublie, on oublie de préciser, c'est vrai qu'en effet, parce que là on s'intéresse beaucoup aux clubs malades et en fait ça commence à être redondant, que la majorité des crashs de clubs comme des crashs d'avions sont la responsabilité d'êtres humains aux commandes, qui souvent Bien font de la sûr. merde. Bien sûr. Et la merde, en fait, là, si vous voulez, dans ce que racontait Tom, on est un peu dans une gestion à la papa avec le président, la région derrière et les fonds publics. Mais il y a tout qui change, et c'est là où le club bascule complètement. C'est en 2010, avec le rachat du club par Merab Jordania, qui est un ancien joueur géorgien. Et Vitesse devient alors le premier club néerlandais à passer sous pavillon étranger. Et donc, on a donc ce nouveau président qui arrive avec des ambitions très fortes. Il veut remporter des titres. Et dès sa conférence de presse d'introduction, on lui pose une petite question et on lui demande mais quel lien vous entretenez avec Roman Abramovich? Oh, c'est juste un ami. Oui, bien sûr, bien sûr. Évidemment. Donc c'est là que les choses commencent à partir un peu en sucette. Pour vous expliquer concrètement comment on est arrivé à cette sanction de 18 points, il faut considérer cette date de 2010 comme le premier pavé dans la mare, parce que c'est à ce moment-là que en fait Roman Abramovich commence secrètement à financer le Juste, club.
Je Ouais, je t'interromps t'en 2 prie, secondes, je t'en Alex, prie. parce qu'on l'avait pas encore précisé dans l'épisode, parce que le Vitesse tout court, pardon, est à moins 1 point au classement parce qu'ils ont été sanctionnés de 18 points comme tu viens de le dire, Exactement, et exactement, ça c'est vrai. commence dès les années 2010 en fait. Exactement. Et ce qui se passe, c'est que bon, maintenant, on connaît tous les clubs satellites, Strasbourg pour Chelsea. Bon, là, j'en ai aucun qui me vient en tête, évidemment, mais vous voyez très bien de quoi Non, je mais il y a eu parle. des plus petits, tu vois. Je pense au Cercle de Bruges avec Monaco. Il y a Bien eu. sûr, bien Ouais. sûr. Mais c'est Mais, avant-gardiste, ça c'est clair. mais 2010, c'est c'est avant-gardiste. non, et puis surtout, il y a rien qui est déclaré, quoi. Donc, en fait, avoir un club satellite sur le papier, on peut trouver ça gênant, mais tu as l'obligation, ne serait-ce que vis-à-vis de l'UEFA et des instances, d'expliquer que tu es actionnaire dans le club, quoi. Et en fait, ce que va faire Roman Abramovich et qu'on va vous détailler un peu ici, c'est qu'il va tout faire en sous-marin et que on parle de à peu près 117 millions d'euros qui ont été prêtés par Roman Abramovich aux Vitesse sans que jamais il y ait une trace écrite prouvant que l'argent est passé des mains de Roman Abramovich aux Vitesse Arnhem. Et ce qui est fou, c'est qu'il va mettre, alors je pense que vous avez tous vu sur Canal la série qui est bon pas dingo finalement une fois qu'on l'a fini d'argent et de sang ou de sang et d'argent, je sais jamais, D'argent et de sang. Ouais. et où en fait le rôle de l'enquêteur est d'essayer de faire un lien entre l'arnaque financière et les arnaqueurs. Bah, en fait, ce que va faire Abramovich, c'est exactement pareil. Il va mettre en place tout un système de sociétés offshore qui sont basées dans des paradis fiscaux. Et jamais, malgré des enquêtes, malgré des documents qu'on fuitait, jamais on a réussi à faire une corrélation directe entre Abramovich et le club du Vitesse. Euh, le président, Malgré le fait qu'il leur prêtait 25 joueurs par saison. bah, alors ça déjà c'est l'événement qui saute aux yeux. On peut en citer quelques-uns. Il y a Mason Mount notamment qui est passé par là. En fait il y a beaucoup de joueurs assez connus qui Le petit sont frère Hazard aussi, ouais. Ah bah tu vois Torgan, j'ignorais ouais. ça. Ouais. J'ignorais que Torgan Matic, début de carrière. Ouais. Matic, exactement. Solanke, Abraham. Celui qui me fait rire, j'en ai parlé avec Warner, le pote supporter, c'est Jamal Blackman qui a jamais joué 1 minute pour Chelsea et pas joué 1 minute pour Vitesse non plus. Et il joue une saison là-bas, il s'y plaît bien. Et en quittant le club en fin de saison, alors qu'il n'a pas joué une seule minute, il fait un pavé, mais alors un pavé sur Insta pour expliquer à quel point il était heureux d'être venu. Et merci à la ville, et merci aux supporters. Les supporters sont genre, mais t'es qui toi? Enfin, je ne te connais pas du tout. Et donc il y a des enquêtes qui se multiplient, notamment par la Fédération royale néerlandaise de football, et qui en fait essaye de tirer au clair cette affaire. Et en fait, il y a un moment où on passe carrément dans le foutage de gueule parce que Merab Jordania, il quitte donc le club en 2013. Tom, je te laisserai Ouais. raconter qui prend la suite. Et il finit par dire, quand il revient sur son passage aux Vitesse, il finit par dire que le Vitesse avait été empêché de renforcer son équipe pour remporter le championnat et se qualifier pour la Ligue des Champions parce que Londres ne le voulait pas. Donc, on a des enquêteurs, on a la Ligue, on a la Fédération qui cherche des preuves pour prouver qu'il y a de l'argent qui est détourné et qui est investi cash dans le club sans qu'il y ait aucun contrôle dessus. Et le mec, il va tranquillement expliquer que s'il a échoué, c'est parce que Londres a bloqué ses projets de recrutement. Il a finalement retiré ses propos parce que c'était en fait s'auto-dénoncer. Et, Ah, parce que c'était ça ou la mort, donc il a dit non, non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Et donc les enquêtes vont continuer. Et, Tom, je te laisse poursuivre sur cette fameuse année 2013 et notre cher Alexander Chigerinski. Ouais, et là, après, on va doucement arriver justement sur la période actuelle parce que ça commence. En fait, voilà, c'est ce qu'on dit toujours, c'est qu'en fait, tu as des anecdotes croustillantes, etc. Et ça peut finir un petit peu en drame avec des clubs qui s'écroulent. En France, ça peut arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense aussi. C'est déjà arrivé plus ou moins avec Bordeaux, etc. Donc, c'est aussi ça qui fait un peu peur quand on raconte l'histoire du Vitesse. Ouais, parce qu'en plus, le club, à ce moment-là, il est plutôt bien. Voilà, il a des belles années dans les années 2010. Il joue l'Europe de temps en temps. Bon, forcément, avec l'investissement d'Abramovich, ça va beaucoup mieux. Et en fait, l'année à peu près 2014-2015, ils sont hyper dépensiers. C'est-à-dire qu'ils ont un turnover de 14 millions à l'année, qui est quand même énorme pour un club néerlandais sur toute cette taille-là. C'est pas l'Ajax non plus.
et donc fait plutôt les hauteurs du classement. Et bon, c'est Twente qui gagne le championnat à ce moment-là, mais en gros, il joue la Coupe d'Europe régulièrement. Donc, changement de propriétaire, faut garder un peu, voilà, faut garder les bonnes épaules pour pouvoir tenir ce rythme-là, sachant qu'il y avait entre 100 et 150 millions d'euros de dettes au moment du premier achat des Russes. Donc, forcément, ça va être à nouveau des Russes, hein, Alexander Zhiriensky qui rachète le club. Bon, est-ce qu'il a peut-être participé au rachat de Jordania avant? Oui, peut-être. Est-ce que j'étais déjà là en arrière-plan? Est-ce que j'étais déjà un oligarque qui aidait un peu tout le monde? Oui, c'est possible. Est-ce que je suis très proche de Roman Abramovich? Non, pas du Oui. tout, arrête, arrête. Tu peux pas me laisser dire ça. Tout ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a eu plein d'investigations derrière et que, ils en arrivaient toujours pas à prouver ces liens-là. Il est hyper dépensier et puis, en fait, ces 5 années-là, ils sont pas top, top non plus En fait, juste pour réexpliquer, parce que depuis tout à l'heure, on dit: «Oui, il faut réussir à prouver» et cetera, en parlant de choses qui sautent aux yeux. Pour expliquer, c'est qu'en fait, pour les sanctionner, Ouais. il faut avoir des preuves tangibles. Donc il faut qu'il y ait des écrits, il faut réussir à «casser» entre guillemets les structures où ils planquent, on va dire les montages financiers entre les différentes structures et cetera, et autant dire qu'Abramovich, à ce jeu-là, c'est pas un petit joueur. Non, non, d'autant plus que les supporters sont plutôt contents, tu vois? Warner, pareil, il dit, il a 12 ans en 2010 quand il y a le rachat, on leur promet la Ligue des champions, le titre. Bah, lui, il est content, tu vois? Il joue sur une partie de FIFA, il s'est dit: «Bah, je peux racheter tous les joueurs que je veux». Il y a Odegaard et Mason Mount qui jouent, tout va bien. Bah, non, en fait, il y a des petits problèmes, financiers derrière, que tu comprends peut-être un peu plus tard quand tu vieillis et que tu découvres ce que c'est vraiment le foot. Voilà, donc 2018 arrive et il y a à nouveau un rachat parce que les banqueroutes, c'est pas exactement des banqueroutes parce qu'on parle de d'un investisseur russe, mais bon, on est quand même pas sur une très, très grande santé financière. Mais la Non, mais KNVB, la fédération en peut fait, c'est toujours pas le plus ou prouver. moins kiff-kiff. Je sais pas si tu vas peut-être pouvoir m'éclairer, Tom. Je sais pas s'il y a une institution en Eredivisie comme la DNCG en France, et cetera. Mais en fait, c'est que ils s'approchent du ravin et en fait, souvent, ces instances-là leur disent: «Bah, écoutez, c'est extrêmement simple. Soit vous trouvez un repreneur actionnaire, donc minoritaire ou majoritaire, soit c'est ciao, bonsoir et vous descendez en troisième division». Vous l'avez sûrement vu dans les clubs français, vous qui nous écoutez, où ça arrive, où en fait, avant le passage de la DNCG, en fait, la DNCG met des sanctions, on va dire potentiel, de dire: «Si vous trouvez Mmh. pas ça, il va se passer ça, si vous trouvez pas ça, il va se passer ça». C'est plus ou moins ce qui se passe avec le Vitesse, où ils sont obligés de retrouver un racheteur à chaque fois, sinon le club, se Ouais, casse la gueule. ouais, Exactement. Et j'expliquerai plus tard la licence, mais ouais, c'est un peu dans ce style-là. ouais, voilà, parce que juste pour compléter ce que tu dis, Jules, sans empiéter sur la notion de licence, la DNCG, il faut leur raconter une histoire en fait. Il faut arriver, et c'est pour ça que on en a déjà parlé, mais que quand le nouveau propriétaire de Lyon est arrivé et s'est cassé la gueule face à la DNCG, c'est parce que tu as parfois des businessmen qui se disent, mais c'est bon, j'ai l'argent, j'ai rien à prouver. Mais en fait, il faut leur vendre qu'il y aura une qualification pour telle compétition l'année prochaine qui va rapporter tant de millions, donc on peut se permettre de dépenser tant. Il faut leur prouver qu'on est structuré, quoi. Et c'est un peu aussi ce qui a coincé, notamment à travers un événement que vous connaissez tous, qui est la guerre en Ukraine. Et vous vous rappelez de l'épisode qu'on a fait sur Chelsea et expliquer le départ et le retrait d'Abramovich. Bah, évidemment que comme l'argent venait à 99% de fonds russes, ça a posé problème pour le Vitesse aussi. Écoute, et sans partir dans des théories du complot aussi, et cetera, mais Abramovich et ses copains sont quand même des gens qui ont assez le bras long, et cetera. À partir du moment où ils retirent tous leurs billes au moment de la guerre en Ukraine, tu as quand même un parapluie qui s'enlève par rapport aux instances et autres. Ouais, complètement, et surtout que, bah, à ce moment-là, c'est un nouveau Russe qui est propriétaire. À partir de 2018, c'est Valéry Oif, et que du coup, c'est fictif, ses actifs financiers sont gelés par l'Union européenne. Et c'est là que ça devient très drôle. Alors, je vais parler un peu du système de licence. Alors, les licences, bah, c'est comme la DNCG, c'est toujours aussi fun. Chaque année, la KNVB, donc la fédération néerlandaise, et sa commission de licence regardent un peu de plus près les comptes des clubs. C'est pareil au Belgique, sauf que les Belges sont un peu moins regardants. Donc, quand tu te fais attaquer par la licence, la commission de licence en Belgique, c'est que vraiment, on va vraiment te taper sur les doigts pour le coup. Donc, c'est un système qui est suivi sous la licence de l'UEFA. C'est un peu le même système que la DNCG. Il faut pouvoir présenter des comptes qui eux-mêmes ont été approuvés par un comptable. Alors, un comptable que l'on respecte et que la KNVB aime bien. Avant de faire l'inspection à l'audit, il va y avoir plein de choses qui sont intéressantes. Et bah, ce qui est très intéressant avec Vitesse, c'est qu'il n'y a plus de compte.
Il y a plus de balance sheet, il y a plus rien. Parce que, alors, le truc, c'est qu'eux, ils utilisaient ING, qu'on n'a pas en France, je pense, en banque. Ou alors, Si, Si, ça si, existe, si, si. ING, ouais. il n'y en a pas beaucoup en tout cas. Et que le club était chez ING. ING, ils ont dit, mais alors, malgré le fait que des actifs financiers de M. Oif ont été figés, lui, il veut quand même vendre le club, évidemment, à 1 euro symbolique. Sauf que il ne trouvait pas de repreneur et donc il est encore propriétaire. Et l'UE dit que les fictifs ne peuvent pas être au nom d'un Russe et donc l'ING veut fermer le compte en banque. Et c'est quoi la solution qu'elle va trouver Vitesse? Ils vont demander à une banque en Lituanie s'ils peuvent prendre leur compte là-bas. Et la Lituanie, tu savais pas que c'était en Union Européenne? Enfin, je demande, hein, c'est pour un pote. Ah si, voilà. Donc, ils font tout ça, ils essaient de trouver d'autres comptes pour essayer de mettre leur argent, enfin l'argent qui reste, sauf qu'ils disent rien à la KNVB. Donc, tout va bien, tout va très bien se passer. On arrive à l'audit avec le comptable. On n'a pas de balance sheet, on n'a pas de compte à vous présenter. Et donc, forcément, le comptable, il peut rien présenter à l'audit derrière pour la licence. Et donc, on arrive à l'événement qu'il y a eu il y a 2 semaines, ou la semaine dernière, les moins 18 points parce qu'il n'y a pas de compte, parce qu'on a menti à la Fédé et à la licence, et que tu commences à nous faire chier avec tes Russes. Là, il y a un moment ou l'autre, il faut qu'on te tape sur les doigts. En vrai, l'histoire est quand même folle, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que c'est quand même un club qui prend une sanction machin parce qu'en fait, au-dessus, ça fait tellement n'importe quoi Ouais. qu'ils ont pas de compte à présenter. C'est vraiment toi quand tu es au collège et que tu débarques en cours et que tu fais genre, tu as oublié ton devoir maison, c'est ton chien qui l'a bouffé. C'est la même chose. C'est une catastrophe en vrai en termes de gestion. Moi, je suis supporter du Vitesse, tu pètes un câble. Est-ce que juste ce que ça implique, tu peux aussi nous expliquer un peu ce que c'est la licence en Eredivisie, Tom, parce que c'est aussi important. Je peux juste faire. Tu veux y aller, Vas-y, Alex? vas-y. Ouais, non, je vais laisser Tom sur les licences parce que c'est beaucoup trop compliqué pour mon cerveau étriqué. Non, juste, tu disais, c'est le devoir que t'as oublié. C'est aussi, tu sais, le mec qui a mytho à tout le monde, mais vraiment à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Un peu Xavier Dupont de. Pas de Xavier Dupont de Ligonnès, je pensais, vous savez, au médecin roman, là, Oui, Roman. qui a arnaqué tout le monde, qui a emprunté de Ouais, qui a l'argent fait à sa belle famille, et qui, ouais. en fait, au bout d'un moment, tout le monde se retourne et dit, mais je comprends pas là. Elles sont où les thunes? Et en fait, ça a commencé presque par ING qui demandait juste des infos sur la structure du club. Et En d'où mode, venait l'argent, ouais. c'est qui le président en fait? C'est qui est-ce qui dirige le club concrètement chez vous? Pas de réponse. Ok, bon, on va passer au compte. Est-ce qu'on peut avoir des traces des mouvements financiers qui ont eu lieu dans le club? Pas de réponse. Et en fait, quand tu te mets ta banque à dos et que tu as dit aux instances ouais, c'est bon, ça roule, pas de galère, ça finit par péter. Et c'est comme ça qu'un peu ça a explosé, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez dingue de voir qu'en fait, ils ont entre guillemets «échappé» aux instances pendant je ne sais combien de temps en faisant les margoulins avec Abramovich pour se faire attraper aussi connement. Mm. Et du coup, c'est ce que tu disais Tom, c'est qu'en fait, du coup, la sanction est tombée il y a 2 semaines, c'est ça? Ouais, il y a enfin 1 semaine, ouais, j'ai un doute maintenant, je sais pas quand D'accord. sortira l'épisode, mais Et donc et qu'il y a moins 18 points, donc moins 1 et donc bon, de toute façon, ils étaient mal calcés, ils étaient déjà derniers du oui, c'est ce classement. que j'allais dire, pour tomber à -1 quand tu prends -18, c'est qu'a priori, tu es déjà mal parti. Voilà. Sauf que, comme beaucoup de clubs, tu vois, Lyon a fait appel et cetera pour les sanctions et cetera. Vitesse est déjà content de garder sa licence. Je vous Ouais. dis tout simplement pourquoi, parce que les licences, ils sont chez les pros et chez les amateurs et en fait, la 2e division néerlandaise il y a certains clubs qui sont, chez les jeunes, mais au-delà de ça, c'est un peu professionnel et surtout à partir de la 3e, c'est plus pro. Donc au-delà de passer en 3e division, c'est que le club aurait pu disparaître totalement. C'est aussi simple que ça. Il y a Pour D'accord, le donc c'est en fait troisième plus vieux club des Pays-Bas, hein. voilà, c'est simplement comme en France où en fait, ils auraient perdu leur statut professionnel voilà, et Exactement. donc ça fait que tu as pas le droit entre guillemets «de revenir avec le même nom». Donc en fait, exactement. le club met la clé sous la porte. Donc le stade actuel, c'est qu'ils n'ont pas fait appel parce qu'ils ont peur que s'il y a une nouvelle, Oui, investigation, ça s'empire et qu'ils ont jusqu'au 15 juin, tu parlais tout à l'heure des repreneurs et cetera, ils ont jusqu'au 15 juin pour trouver de l'argent, un nouvel investisseur et donc prouver qu'ils peuvent se soutenir en 2e division et pouvoir continuer de l'avant et ouais. remonter En potentiellement l'année prochaine. Vaut mieux être en D2, vaut mieux être en D2 que enfin en Surtout D2 que le en niveau, gardant sa licence il faut pro imaginer qu'il que y de a, disparaître, il y a 4 clubs, enfin peut-être 3 aujourd'hui, 4 clubs de jeunes, enfin les jeunes de l'Ajax, Utrecht et compagnie et le reste, en fait, le niveau est pas fou. Donc en fait, les gros clubs qui descendent comme Groningen, cette année,
ils remontent très rapidement derrière. Donc, vaut mieux redescendre vite fait et remonter après, quoi. Et pour compléter sur ce que dit Tom, faut juste pas perdre de vue que les Pays-Bas, c'est 17,7 millions d'habitants. Donc forcément qu'il y a moins de clubs, il y a moins de joueurs, il y a moins d'argent. Ça les empêche pas de performer en Coupe d'Europe. Mais juste pour basculer un peu sur la notion de rachat, faut savoir que il y a eu des offres. Et ben justement, on va écouter à ce sujet-là Enzo, qui a l'habitude de venir, nous parler de foot néerlandais, qui va revenir sur ce sujet. Bah, sur les rachats, ouais, c'est quelque chose qui est très, très important du côté de Vitesse parce que c'est aussi ce qui a mené le club à sa perte. Il y a longtemps eu, pendant 18 mois, un projet de rachat monté par Colley Paris, un investisseur américain qui voulait reprendre le club à hauteur de très exactement 24,9%, qui a traîné du coup pendant 18 mois, qui a finalement été manqué parce que rejeté par la commission des licences néerlandaises. Il n'y avait pas assez de garanties avec cet investisseur, il n'y avait pas assez de garanties, notamment au sujet de l'origine des capitaux qui pouvaient être investis. Ce même Colley Paris qui, via je crois que c'était son fonds d'investissement, je suis pas sûr, mais qui s'appelle Common Group, avait déjà prêté 11 millions d'euros avant le rachat depuis septembre 2022. Sauf que ce prêt de 11 millions d'euros qui devait précéder le rachat s'est au final transformé en dette vu que le rachat a été rejeté. Donc ça a encore plus endetté le club qui pour le coup a aussi pas eu de chance, pardon, mais qui a pas su convaincre la commission des licences d'accepter ce rachat. Il y a aussi le projet de rachat de Michael van de Kuit, dont je parlais, le propriétaire du stade de Vitesse, qui a été lui aussi rejeté par la KNVB, qui est la fédération néerlandaise de football. Donc tout ça, ça a mené à non seulement le prêt, mais aussi le fait, comme je parlais avec le stade et plein d'autres choses, mais ce déficit structurel a mené à une énorme dette, avec un avenir économique assez peu reluisant. Parce qu'après, en fait, les offres de rachat, c'est pas si étonnant. En vrai, c'est quand même sexy, hein. Tu quand même, championnat néerlandais, donc tu es quand même largement dans le top 10 européen. 3e club historique, des Pays-Bas, il y a quelque chose à faire. Il y a eu des autres offres, mais ce que veulent les supporters aujourd'hui, c'est plutôt un ancrage local. Warner me le disait, ils auraient préféré avoir cette idée-là, entre guillemets, en 2022 quand les actifs étaient gelés. Mais aujourd'hui, c'est la solution de base, c'est de se dire: «Il nous faut, allez, une quinzaine d'investisseurs locaux ou alors comme à l'anglaise, un supporters trust», donc les supporters qui s'unissent pour mettre l'argent et racheter des parts du club, parce que ça sera Ouais, plus sain. ça ressemble à ce qu'ils voulaient faire à Bordeaux, ce qu'ils veulent faire à Nantes, ce qu'ils Exactement. veulent faire à Saint-Étienne. En fait, quand c'est la merde et que tu en peux plus de tes proprios, d'un seul coup, tu as envie de repartir sur la base de la base, c'est-à-dire avec des investisseurs locaux, en fait. Bah, d'autant plus qu'eux, depuis, 15 ans bientôt, ils ont un seul mec en gros et qu'à chaque fois il y a des merdes et donc eux, ils se disent: «Bon, bah, on va split le truc. S'il y a un problème avec un investisseur, on rachète et ça va très bien se passer derrière». Et puis surtout, on représente un peu le tissu local et ça rentre un peu plus dans le projet futur de relancer surtout sur l'académie et les jeunes et cetera. On en parlera plus tard, OK, bah, on va en parler même maintenant d'ailleurs les gars si tu veux. parce qu'on va pas tarder à arriver à la fin de l'épisode. Nous, on voulait surtout vous raconter l'épopée un peu incroyable de ce club-là parce que je trouve ça fou de faire des sauts de puce, tu sais, de banqueroute en banqueroute, d'escroc en escroc. Tu l'impression que c'est un club qui est à moitié maudit et j'en avais jamais entendu parler, je me rendais pas compte que c'était à ce point-là, donc c'est surtout de ça dont on voulait vous parler et comme ça, si jamais vous voyez, en regardant le classement d'Eredivisie, qu'il y a un club qui a moins un point, vous comprendrez pourquoi. Juste avant de fermer du coup ce chapitre sur le Vitesse, Tom, on va peut-être parler un petit peu, enfin voilà, un petit peu du club quand même, des jeunes, des joueurs, de l'académie. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce que c'est pour ça aussi qu'il y a des offres d'achat, c'est qu'entre le stade et le reste, il y a un truc à faire. Ouais, complètement. Bah, alors, on a parlé un peu des joueurs phares qui sont passés depuis 10-15 ans, les Odegaard, Matic et compagnie. Il y a d'autres noms qu'on n'a pas cités tout à l'heure qui sont sortis un peu plus de l'académie, qui sont Davy Proper et Boni, qui est un peu révélé aussi à ce moment-là, Bertrand Traoré et Christian Atsu, qui est malheureusement décédé depuis, mais sont venus plutôt à travers Chelsea. Peter Bosch était manager avant de devenir manager de l'Ajax, donc ça a été plutôt un succès minime.
Dans ces années-là, ils sont quand même vainqueurs de la Coupe de Pays-Bas, donc c'est un peu leur seul trophée notable. Et si tu demandes aux supporters, il y a 2 générations différentes. Tu as les plus jeunes qui sont ravis d'avoir battu Tottenham en Conference League il y a 2 ans. Et les plus vieux, eux, ils ont battu en huitième de finale le Werder Brême avant de se faire un peu taper par Liverpool en Coupe de l'UEFA. Bon, chacun un peu ses petites victoires. Bon, faut les célébrer aussi. Ce qui est Pas important mal, hein, non, mais c'est aussi pour ça qu'on s'est intéressé à ce club-là, hein. ouais, C'est que c'est en effet, c'est un club qui a tapé Tottenham il y a pas si longtemps que ça oui, oui, et et qui sont là, pas ils vont passés loin face à la descendre Roma, dans la même saison. si ce n'est disparaître, quoi, donc c'est ça qui est un peu triste pour ce club-là. Voilà, et que, bah, moi, dans la saison où je suis allé voir le match contre la Roma, en Conference League, du coup, le 16e de finale, bon, bah, celui qui ratait des occasions, à répétition en avant-centre, c'est Loïs Ependa, hein, juste rien que ça, qui aujourd'hui est l'un des meilleurs buteurs en Europe. Ça montre un peu le style de club qui est devenu. Et en fait, malheureusement, ce que disent beaucoup de spécialistes, c'est qu'avec Abramovich, ils ont un peu délaissé, l'académie pour, l'achat-revente, un peu le truc très néerlandais, très belge, ou même très Ligue 1 aussi, hein, foncièrement. Et qu'ils ont un peu laissé de côté les jeunes qui, eux, du coup, vont plutôt chez NEC Nijmegen, qui est le rival local dont j'ai parlé tout à l'heure avec le stade, qui, eux, remontent vachement. Ils viennent faire une finale de coupe. Ils sont 6e en championnat et ils récupèrent tous les jeunes. Donc, bon, chacun développe un peu à sa façon et aujourd'hui, Ouais, le donc là, club. l'académie, elle est un petit peu en berne, en fait. Oui, C'est ça qui est enfin, ce qui est fou, c'est qu'on va dire que les ravages, finalement, du passage d'Abramovich vont encore durer longtemps, en fait, avant que le club se relève. Et à ce propos, Tom, tu allais interviewer Navid de Foot Néerlandais, de la page FootNL sur Twitter, qui va nous en parler un peu mieux. En fait, sportivement, je pense que c'est les troubles internes qui ont créé un environnement de travail qui a peut-être troublé certains, parce que au niveau des dirigeants, j'ai pas remarqué énormément de changements. Euh, mais c'est clair que quand Valérie Hoyt décide de revendre le club, bah, il va plus remettre de l'argent mais je, en fait, je remarque pas trop de changements au niveau des transferts et tout, en fait, tu vois. d'accord. C'est vraiment, je sens que c'est le fait de pas savoir qui est propriétaire du club, comment ils vont gérer les comptes, parce que c'est l'un des soucis, c'était ça. Moi, je pense que c'est surtout les troubles internes qui ont changé, parce que Philippe Cocu, il était là la saison dernière, c'était pas trop mal. Hmm, mais c'est vrai que le départ de Thomas Hoche en pleine saison, ça a pas mal créé des troubles aussi sportivement. Parce que d'un coup, bah, les jeux étaient perdus, on savait plus que c'était quoi la direction dans laquelle voulait aller dans le club aussi. Bah, de toute façon, et la structure et le sportif étaient pas bien, donc de toute façon, c'était logique que ça allait finir là-dessus. On a presque envie de se «réjouir» entre guillemets que le club garde sa licence, c'est Oui. déjà un moindre mal. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose les gars avant qu'on clôt l'épisode? Moi, j'ai des pistes pour, comment ils peuvent se restructurer, se relancer en tout cas, je ferai rapide. Bah, parfait. Très bien, comme Hem, ça, on va vous demander. Parce que là, je vais pas vous demander d'habitude, vous savez, on a l'habitude de faire les projections des chroniqueurs, voir ce qu'ils pensent du club. Là, on va pas vous le demander, parce qu'a priori, les projections, c'est au moins la D2. Après, ce que tu disais, Tom, qui est plutôt réjouissant, c'est qu'aux Pays-Bas, la D2 est assez faible. mmh. Donc, il y a des chances de remonter assez vite avec un budget pareil, avec des structures pareilles. Mais alors, du coup, vas-y, si tu as des pistes, si jamais ils nous écoutent, Ouais. là-bas, donc si tu as des pistes pour qu'ils se Alors, restructurent, et puis on finira là-dessus. ça vient pas de ma tête, mais bon, déjà, on va remettre en ligne de mire le 15 juin. Warner fête son anniversaire et fait une fête ce soir-là, en espérant que son club soit encore en vie. C'est ça l'objectif premier, c'est de trouver des investisseurs pour le 15 juin et être sûr que ça soit stable et plus se relancer. À partir de là, on peut commencer à penser aux sportifs. Et là, il y a 2 Après exemples. moi j'ai peur si je ne m'abuse que Warner peut aller se brosser. C'est bon ça. Allez, Il y a 2 exemples qui peuvent très bien suivre. Alors déjà, le Nijmegen qui était, très mal il y a quelques années et qui du coup s'est relancé, bon, c'est le rival local donc un peu, difficile de suivre cet exemple-là. Mais l'autre, c'est Twente qui aujourd'hui un club stable dans le top 5, néerlandais, était champion, en 2012 avec notamment, Tadic.
et que ils se sont dit bon on avait un mec central au projet de Twente qui a relancé tout le truc, c'est Paul van der Kraan, qui aujourd'hui est responsable de la communication et conseiller de la direction à Vitesse. Donc on se dit c'est une première piste pour remettre au centre du projet les jeunes. On va continuer dans cette idée-là en prenant John van der Brom, qui est passé par le Lech Poznan, super avec les jeunes aussi. Et parfait, la dernière chose, c'est Edwin Ranchais, qui est CEO du club et qui est passé par Den Haag, aussi très bon en communication, en gestion de crise, parfait pour la situation actuelle. Et du coup, on retrouve à nouveau Enzo qui nous a parlé de ça aussi. Déjà, il faut dire, avant de parler purement sportif, purement effectif, avec cette relégation, il y a une sorte de, pour simplifier les choses, un petit peu de plan social qui devrait être mis en place pour repartir sur des bases plus saines. Il y a pas mal d'employés du club qui devraient quitter le club, malheureusement. Il y a aussi une grosse recherche de sponsors qui est lancée. C'est un petit peu on a l'exemple pareil en France, les clubs historiques qui sont relégués et qui essayent de repartir, on va dire, sur des bases plus saines avec un tissu local de sponsors, la solidarité un petit peu toute la ville, toute la région. Et puis j'en ai parlé, cette grande solidarité aussi avec entre le club et les supporters malgré la relégation, qu'on avait déjà pu voir d'ailleurs lors de l'entraînement juste avant le derby face à NEC début avril, où il y avait une énorme ambiance au centre d'entraînement malgré la situation. Mais si on s'en tient comment dire, à l'aspect purement sportif, il y a quand même de la qualité dans cet effectif. C'est pas un effectif qui est censé être relégué. Alors il y a eu un mercato d'été 2023 qui a été complètement manqué, l'effectif complètement déséquilibré. Il y a aucun buteur. Enfin, il y avait aucun buteur parce que justement Vitesse a essayé de faire des coups cet hiver, notamment avec Mex Merdink, le jeune buteur d'AZ qui avait explosé en Youth League, qui avait montré de très belles choses avec les pros, qui était arrivé en sauveur, mais qui s'est malheureusement rapidement blessé au genou, comme s'il y avait aucun moyen pour Vitesse de se sauver cette saison et que tout était contre eux. Mais je l'ai dit, même si le centre de formation a été un petit peu délaissé ces dernières années, il y a des joueurs qui ont été capables d'en sortir. Il y a Milan Manouf qui est parti cet hiver contre 4 millions d'euros à Stoke City. Il y en a d'autres qui peuvent sortir. Je pense même si lui a été acheté en post-formation, Mathis Tillmans en provenance du PSV, il y a beaucoup d'autres jeunes joueurs qui peuvent, on va dire, profiter de cette relégation à l'échelon inférieur pour avoir une place en équipe première qu'ils n'auraient pas forcément eu en première division. Donc je me soucie pas trop pour Vitesse. Faudra surtout surveiller en fait l'aspect extrasportif, ce rachat qui prend du temps, et puis tout simplement essayer d'assainir un petit peu le club et de repartir sur des bases plus saines avec le stade, même si ce sera difficile, mais trouver des solutions pour que Vitesse puisse se pérenniser, comme tu l'as dit, au niveau professionnel et pas perdre cette licence qui reste quand même malgré tout en danger, même si c'est pas encore même si le club n'a pas été sanctionné en ce sens dès cette saison. Il faudra surveiller sur les prochaines saisons aussi. C'est pour ça qu'on vous a pas beaucoup parlé de terrain aujourd'hui. C'est parce que finalement, c'est vraiment la situation financière est très au-dessus où, entre guillemets, ça pue la merde et que c'est à cause de ça que le club est en train de s'écrouler. Mais dans les faits, là, aujourd'hui, il faut qu'il y ait un repreneur qui vienne avec un projet sérieux et ça peut rouler. Parce qu'en fait, comme pas mal de clubs qu'on a déjà évoqués dans ce nouveau format de poteau carré, les structures sont là, le bassin, on va dire, de population est là. Il y a des jeunes, il y a de quoi faire. Donc en fait, il faut juste que les méchants s'en aillent. Voilà ce qu'on veut dans le foot maintenant, c'est que les méchants se barrent et qu'il y ait au moins des moins méchants qui arrivent. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Je pense qu'on va s'arrêter là. Non, vas-y Alex, tu veux rajouter un petit Non, truc? juste, on aurait pu faire 1 heure sur le sportif et faire un portrait de Isimat Mirin, Oui. qui joue Ah bah oui. Vitesse et que vous avez tous connu, mais finalement, on s'est dit que tout le monde s'endormirait, donc on s'est ravisé. Monaco notamment et Toulouse. Ouais, non, mais c'était pas un si mauvais joueur que ça, Nicolas. Isimat Mirin. Non, mais oui, enfin voilà, pour le sportif, si vous avez, si vous avez envie d'aller voir, je pense qu'il y a pas mal d'articles qui sont intéressants, mais c'est surtout la que de situation du l'AFP. club qui est un petit peu. Ah ouais, par contre là, et on peut faire une petite digression dessus parce que quand on se lance sur des sujets comme ça, on prie pour avoir des bonnes sources. Si vous tapez Vitesse Arnhem dans Google Actualité,
vous allez avoir la dépêche AFP de la sanction sur, je pense, 15 médias différents. Et il Français y en a et anglais. il y a aucun qui ne dit pourquoi ils ont été sanctionnés. C'est un délire. C'est du copier-coller, c'est repris partout. Et je te remercie, Tom, et on peut en profiter, Jules, pour Ah, remercier justement, tous les gens qu'on a j'allais consultés. dire que tu me fais une belle passe D parce qu'on allait, avant de conclure, on allait en profiter pour remercier du coup ceux qui nous ont aidés à écrire ce podcast. Donc il y a déjà le pote de Tom, Warner, donc qui fait sa fête le 15 juin. Donc ceux qui ont envie d'aller là-bas aux Pays-Bas pour fêter l'anniversaire de Warner, go go go. Sinon il y a notre habituel qui devient presque notre consultant, j'ai envie de dire, sur le foot néerlandais, Enzo, que vous retrouverez sûrement. Enzo Palo, Peyo, c'est ça Peyo, hein, ouais. de son nom de famille. Peyo, enfin voilà, qui a l'habitude de venir intervenir chez nous, que vous retrouverez sûrement, À l'Euro, ouais. pour l'Euro à nos côtés aussi. Et enfin, l'ami Navid de foot néerlandais, c'est Ouais, ça, c'est ça, Tom? Footanel, le gros compte à suivre si vous voulez du Voilà. foot néerlandais. Si vous voulez suivre un peu les actualités du foot néerlandais, c'est celui-là qu'il faut suivre. Et merci à eux trois de nous avoir accordé une bonne demi-heure d'interview, etc. Parce que comme disaient les mecs, sinon on n'avait pas énormément de sources et de trucs à se mettre sous la dent. Donc voilà, on espère que ça vous a un peu intéressé. Il y a quand même un petit peu, il y avait l'article de The Athletic que tu avais envoyé, Tom, qui était Ouais. un peu intéressant, si les gens veulent aller voir. On mettra The l'article du Guardian, Guardian, ouais. l'article du Guardian sur Abramovich qui est absolument génial. Mais en tout cas, c'est un peu triste ce qui se passe. De toute façon, moi, j'en ai marre de cette Louanito de Poto Carré, ça me rend triste. On parle que de clubs qui se pètent la gueule à cause de salopards. Mais enfin voilà, on espère qu'on vous a appris des choses et qu'on vous a intéressé. Et du coup, on va checker de près ce qui va se passer parce qu'on croise les doigts pour que ce club ne disparaissent pas tout simplement. Merci à vous les gars, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Restez connectés parce qu'on va vous annoncer des belles choses là dans le mois qui vient par rapport à l'Euro qui arrive aussi. On va préparer plein de trucs très 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 sympas. Donc voilà, restez dans le coin et on se voit très vite dans 2 semaines. Ciao.